Une opération militaire dans les montagnes de l'Hindu Kush s'est transformée en rencontre avec une créature qui n'aurait pas dû exister. Un géant de 3,50 m, avec une barbe rousse et une lance en os, a tué 2 soldats avant de tomber sous une pluie de balles. Le rapport officiel a dissimulé la vérité derrière les mots « embuscade ennemie ». Mais certaines vérités ne peuvent être enterrées pour toujours. Je m'appelle David Coleman et j'ai servi dans une unité spéciale de l'armée américaine. Ce qui s'est passé en 2002 dans les montagnes afghanes a changé ma vie à jamais. Non pas parce que je suis devenu un héros ou que j'ai reçu une médaille, mais parce que j'ai vu quelque chose qui n'aurait pas dû exister. L'opération a commencé comme une mission de routine. Le 2 octobre, nous avons reçu l'ordre de retrouver une patrouille disparue dans les montagnes du Hindu Kush. 8 hommes avaient disparu lors d'une mission de reconnaissance 3 jours auparavant. La dernière communication radio provenait du sergent Miller, le jeudi matin. Il avait signalé son entrée dans un réseau de grottes afin de vérifier la présence éventuelle de cachettes ennemies. Notre détachement était composé de 6 personnes. Il était commandé par le capitaine Johnson, un officier expérimenté qui avait déjà effectué 2 missions en Afghanistan. Les soldats Thompson et Wilson étaient gardés chargés des communications et des soins médicaux. Le sergent Brown était notre artificier. Le soldat Anderson transportait l'armement lourd. Je servais de tireur et de éclaireur. L'hélicoptère nous a déposés dans la vallée à l'aube. Les montagnes s'élevaient tout autour, formant des parois grises, entrecoupées de gorges et de crevasses. L'air était froid et raréfié. Nous avons gravi les sentiers escarpés, inspectant chaque grotte et chaque abri. Vers midi, nous avons trouvé le campement de la patrouille disparu. Les tentes étaient intactes, mais il n'y avait personne. L'équipement était en ordre, les radios fonctionnaient. Brown a découvert des traces menant à une grande grotte dans la roche. « Capitaine, quelque chose ne va pas », dit Thompson après avoir vérifié la radio de la patrouille. « Les batteries les sont pleines, la communication fonctionne. Pourquoi n'ont-ils pas répondu ?» Johnson étudia la carte de la région. Peut-être des interférences dans les montagnes ou une embuscade. Préparez votre équipement, nous allons dans la grotte. Nous avons allumé nos lampes et sommes entrés dans le passage rocheux. La grotte s'enfonçait profondément dans la montagne, s'élargissant et se rétrécissant. Les parois étaient lisses, l'essence était lisse, usée par des millénaires d'exposition à l'eau. Nos pas résonnaient dans l'obscurité. Au bout de 20 mètres, j'ai vu les premières traces de sang, des taches sombres sur le sol rocheux. Anderson a trouvé des fragments de casque brisés. Plus loin, gisait une veste déchirée portant les insignes de l'armée américaine. « Bon sang !» a murmuré Wilson. « Que s'est-il passé ici ?»« Silence !» a ordonné le capitaine. « Armes prêtes. Nous avons avancé plus profondément. Du sang coulait sur le sol en formant une traînée irrégulière. À la lumière des lampes, on pouvait voir des rainures sur la pierre, comme si quelque chose de lourd avait été traîné sur le sol. Les parois de la grotte étaient couvertes d'étranges éraflures, des lignes profondes et parallèles, comme laissées par d'énormes griffes. Brown s'arrêta près d'une fissure dans la paroi latérale. « Capitaine, il y a un fusil automatique ici. Le canon est tordu, la crosse est cassée. » J'ai examiné l'arme. Le métal était déformé comme si le fusil avait été serré dans un étau. Un homme n'aurait pas pu développer une telle force. « Qu'est-ce qui a pu tordre l'acier à ce point ?» demanda Thompson. « Une explosion, » supposa Anderson, « ou un char qui était passé dessus. Mais il n'y avait aucune trace d'explosion, et les chars ne circulent pas dans les grottes. » Nous avons continué à avancer dans le tunnel sinueux. L'air devenait plus lourd, il sentait le moisi et autre chose. Une odeur âcre, animale. Thompson a vérifié l'appareil de contrôle des radiations. Les mesures étaient moins normales. La grotte se divisait en 3 passages. Le capitaine décida de ne pas se séparer.
Nous avons choisi le tunnel central, où s'étendaient des traces de sang. Le plafond s'abaissait, nous devions baisser la tête. Au bout de 100 mètres, nous sommes arrivés dans une grande salle ronde. Les lampes éclairaient les murs hauts de 15 mètres. Au centre se trouvait un tas d'os, pas humains, des os d'animaux de différentes tailles, allant de petits rongeurs à de gros bovins. Tous rongés, fendus pour en extraire la cervelle. « Une tanière d'ours », dit Wilson. « Un gros ours. Mais j'avais des doutes. Les ours ne font pas de tas d'os, et ils ne vivent pas à une telle altitude dans les montagnes. » Brown trouva le sac à dos d'un des soldats disparus. À l'intérieur, il y avait des documents, des rations, des cartouches. Tout était intact. « Ils sont arrivés jusqu'ici », dit le capitaine. « Mais où sont-ils » La réponse est venue quelques secondes plus tard. Des bruits se sont fait entendre dans le lointain, des pas lourds et lents. Quelque chose de gros s'approchait de nous. « En position !» a ordonné Johnson à voix basse. Nous nous sommes cachés derrière des rochers autour de la grotte. Nos fusils automatiques étaient pointés vers l'entrée du tunnel. Les pas se faisaient paf plus forts. Ils étaient accompagnés d'une respiration lourde et d'un grincement sur la pierre. La première chose que j'ai vue, c'était une ombre sur le mur. Une ombre énorme et déformée, celle d'une silhouette humaine, mais ses dimensions ne correspondaient pas à celles d'un être humain. L'ombre mesurait 3,5 mètres de haut. Puis la créature est apparue dans le passage. C'était un géant, un véritable géant de plus de 3,50 mètres. Ses larges épaules passaient à peine dans le tunnel. Ses bras lui arrivaient aux genoux, musclés et recouverts d'une épaisse toison rousse. Une longue barbe lui descendait jusqu'à la taille. Ses vêtements étaient faits de peaux d'animaux cousus avec des tendons. Dans sa main droite, il tenait une lance, pas en métal, mais en os. La pointe était affûtée et polie. Le manche était constitué d'un long fémur d'un gros animal. Le géant regarda autour de lui en reniflant. Ses yeux brillaient dans l'obscurité d'une lueur rougeâtre. Il sentit notre odeur et tourna la tête dans notre direction. « Feu !» cria le capitaine Johnson. 6 mitraillettes ouvrirent le feu, simultanément. Le bruit des coups de feu emplit la grotte. Les balles atteignirent leur cible. Je les vis pénétrer dans le corps du géant. Mais il ne tomba pas. La créature poussa un rugissement qui fit tomber des pierres du plafond. Le rugissement était grave et puissant, comme celui d'un énorme taureau. Le géant fit un pas en avant, levant sa lance en os. Anderson tira une longue rafale dans la poitrine du géant. Les balles le transpercèrent sur la peau, mais le sang était sombre, presque noir. Les blessures se refermaient sous leurs yeux. Le géant lança sa lance en direction de Thompson. La pointe en os transperça la pierre, derrière laquelle se cachait le radio. La lance traversa l'abri et le corps de l'homme, le clouant au mur. Thompson n'eut même pas le temps de crier. Brown lança une grenade, mais le géant l'attrapa en plein vol et la renvoya. L'explosion fit s'effondrer une partie du plafond. Des pierres bloquèrent sur la sortie de la grotte. Nous étions piégés avec ce monstre. Le géant attrapa une grosse pierre et la lança sur Wilson. Le médecin a essayé de l'esquiver, mais le rocher, aussi gros qu'un pneu de voiture, lui a brisé la cage thoracique. Wilson est tombé et ne s'est plus relevé. 2 d'entre nous ont péri dans les 30 premières secondes du combat. Il ne restait plus que le capitaine Johnson, le sergent Brown, le soldat Anderson et moi. « Concentrez vos tirs sur la tête !» a crié le capitaine. Nous avons tiré sur le visage et le cou du géant. Les balles ont arraché des morceaux de son crâne, mais la créature ne mourait pas. Elle a attrapé une autre pierre et l'a lancée en direction du capitaine. Johnson a bondi sur le côté. La pierre s'est brisée contre le mur et les éclats lui ont lacéré le visage. Le sang lui coulait dans les yeux. Anderson a changé de chargeur et a ouvert le feu avec des balles traçantes. Les projectiles lumineux laissaient des traînées rouges dans l'obscurité.
Plusieurs ont atteint l'œil droit du géant. La créature a rugi de douleur et s'est saisi le visage. Un liquide noir s'écoulait de son œil blessé. « Les yeux !» criai-je. « Visez les yeux !» Nous concentrâmes nos tirs sur la tête du géant. Son œil gauche éclata sous la pluie de balles. Le géant était aveuglé, mais continuait à agiter les bras pour essayer de nous atteindre. Brown s'approcha par derrière et tira à bout portant dans sa nuque. Tout le chargeur se vida dans la base du crâne. Finalement, la créature vacilla. Anderson l'acheva d'une longue rafale dans le visage. Le géant tomba en arrière et se cogna la tête contre le sol en pierre. Le choc fut si violent que la roche se fissura. Le silence était assourdissant après le fracas des coups lignants de feu. Nous étions debout, haletants, regardant le monstre mort. La fumée de la poudre se dissipait lentement dans l'air immobile de la grotte. Le capitaine Johnson s'approcha du corps et lui donna un coup de pied. Aucune réaction. Le géant était mort. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Anderson. « Je ne sais pas, » répondit le capitaine en essuyant le sang sur son visage. « Et je ne veux pas le savoir. » Brown vérifia le pouls de Thompson et Wilson. Ils étaient là tous les deux morts. La lance en os était toujours plantée dans la poitrine du radio. « Il faut sortir d'ici, » dis-je. « Le débris à l'entrée n'est pas trop important. Nous avons passé 2 heures à dégager le passage. Les pierres étaient lentes et lourdes. Nous devions travailler à tour de rôle. » Le capitaine contacta la base et demanda l'évacuation. « Base, ici, Aigle 1. Mission accomplie. Patrouille retrouvée. 2 des nôtres sont morts. Évacuation immédiate nécessaire. Aigle 1, base, compris. L'hélicoptère sera là dans 1 heure. Qu'est-il arrivé aux disparus ? » Johnson nous regarda, puis regarda le corps du géant. « Base, nous avons été pris dans une embuscade ennemie. 8 militaires ont été tués. L'ennemi a été éliminé. » « Compris, Aigle seul. Attendez l'évacuation. Nous n'avons pas dit la vérité sur ce que nous avions trouvé. Qui nous aurait cru ? 1 demi-heure plus tard, l'équipe d'évacuation est arrivée avec des civières et du matériel spécial. Le corps du géant a été placé dans un conteneur métallique et sorti de la grotte. Les restes de Thompson et Wilson ont été mis dans des sacs mortuaires. Le lieutenant-colonel Carter, qui commandait l'équipe d'évacuation, a posé quelques questions sur ce qui s'était passé. Nous avons répété la version du capitaine Johnson concernant l'embuscade. « Étrange embuscade », a déclaré Carter en regardant le conteneur contenant le corps du géant. « D'où les talibans tirent-ils des combattants aussi imposants ? » « Les drogues », a répondu Johnson. « Ils dopent leurs hommes avec des stimulants. Nous avons déjà vu cela. Cette explication a satisfait tout le monde. Le conteneur a été chargé dans l'hélicoptère et envoyé à la base principale. Nous avons également été évacués pour un débriefing et un examen médical. Le rapport officiel mentionnait un affrontement avec un groupe de combattants dans une grotte. Il mentionnait également l'utilisation de substances narcotiques par l'ennemi pour améliorer ses capacités de combat. Les corps des membres de la patrouille disparus auraient été détruits par l'explosion. Le conteneur avec le géant a disparu le lendemain. Le capitaine Johnson a dit qu'il avait été envoyé à l'hôpital pour être autopsié. Mais nous n'avons vu aucun rapport d'autopsie. 1 semaine plus tard, nous avons été transférés dans une autre unité. Brown, Anderson et moi avons été affectés à des unités différentes. Le capitaine Johnson a été promu et muté en Allemagne. Il m'a fallu 1 mois pour comprendre que nous avions été dispersés intentionnellement. Quelqu'un ne voulait pas que nous communiquions entre nous et discutions de ce qui s'était passé. J'ai essayé de contacter Brown, mais on m'a dit qu'il avait été tué dans l'explosion d'une mine. Anderson aurait eu un accident de voiture sur le chemin de la base. Le capitaine Johnson a été transféré dans une unité secrète. Ses coordonnées sont classées confidentielles. Je suis le seul survivant des 4 qui étaient dans la grotte. Je suis rentré aux États-Unis en janvier 2003. La démobilisation s'est déroulée selon la procédure habituelle. Examen médical, test psychologique, formalités administratives.
Tout était normal, à un détail près. Mon dossier militaire comportait des notes concernant un traitement à l'hôpital. J'aurais suivi une thérapie pendant 3 semaines après avoir été victime d'une commotion cérébrale, mais je me souvenais très bien n'avoir jamais été hospitalisé. Après la grotte, j'avais été examiné pendant une journée et déclaré en bonne santé. J'ai demandé des explications au médecin militaire. Le docteur Hendricks a examiné mon dossier et m'a dit que les notes étaient exactes. Selon lui, j'avais subi une grave commotion cérébrale et des pertes de mémoire. Le traitement m'a aidé à retrouver mes souvenirs principaux. Mais je me souviens de tout très clairement, ai-je objecté. Je n'ai pas eu de commotion cérébrale. C'est une réaction normale, a répondu Hendricks. Le cerveau bloque les souvenirs traumatisants. Vous avez peut-être oublié le fait même d'avoir été soigné. Il était inutile de discuter. Les documents officiels disaient une chose. Ma mémoire en disait une autre. J'ai compris que quelqu'un avait soigneusement préparé une histoire au cas où je commencerais à poser des questions. À la maison, dans l'Ohio, mes parents et ma petite amie Sarah m'attendaient. Nous avions prévu de nous marier après mon service militaire. Les premières 2 semaines se sont déroulées tranquillement. J'ai trouvé un emploi dans un entrepôt. Sarah cherchait un appartement pour que nous puissions vivre ensemble. Mais les rêves ne me laissaient pas tranquille. Chaque nuit, je voyais la grotte, le géant, mes camarades morts. Je me réveillais en sueur, avec un cri coincé dans la gorge. Sarah s'inquiétait et me proposait de consulter un psychologue. « C'est un syndrome post-traumatique », disait-elle. « Beaucoup de soldats passent par là. » Peut-être avait-elle raison. Mais il n'y avait pas que les rêves. J'ai commencé à remarquer qu'on me suivait. Au début, c'était une intuition, la sensation d'un regard dans mon dos quand je marchais dans la rue. Des voitures qui tournaient après moi. Des gens dans les cafés qui regardaient trop souvent dans ma direction. Puis, des choses étranges ont commencé à se produire. Quelqu'un fouillait ma chambre en l'absence de mes parents. Les objets étaient minés presque aux mêmes endroits, mais je remarquais de petites différences. Un livre sur l'étagère était tourné différemment. Le stylo sur la table n'était plus là où je l'avais laissé. J'ai installé une caméra de surveillance dans ma chambre. Le lendemain, la cassette avait disparu. La caméra était toujours là, mais il n'y avait plus de cassette à l'intérieur. J'ai alors décidé d'agir avec plus de prudence. J'ai commencé à changer d'itinéraire, à vérifier si quelqu'un me suivait. J'achetais des journaux dans différents kiosques, je me rendais dans différents magasins au hasard. La surveillance est devenue plus ouverte. Les hommes en costume sombre ne se cachaient plus. Ils restaient assis dans leur voiture près de chez moi, me suivaient jusqu'à mon travail, m'attendaient à la sortie du magasin. Sarah a remarqué des changements dans mon comportement. « David, il t'arrive quelque chose. Tu es devenu paranoïaque. » « On me suit, ai-je dit. On surveille chacun de mes pas. »« Qui te suit ? Pourquoi ?» Je ne pouvais pas lui expliquer. Comment parler du géant dans la grotte ? Du fait que tous les témoins avaient été éliminés les uns après les autres ? Elle en aurait pensé que j'étais devenu fou. « Les militaires, ai-je répondu. Je pense que cela a un rapport avec ce qui s'est passé en Afghanistan. Mais tu as servi honnêtement. Tu n'as pas désobéi aux ordres, tu n'as commis aucun crime. Parfois, cela ne suffit pas. Parfois, le problème vient de ce que tu sais. Sarah a insisté pour que je consulte un psychiatre. Le docteur Reynolds m'a reçu dans son cabinet en centre-ville. C'était un homme âgé, à la barbe grise, qui inspirait confiance. Je lui ai parlé de la surveillance, de mes peurs, de mes problèmes de sommeil. Je n'ai pas mentionné le géant. Reynolds m'écoutait attentivement, prenait des notes. « Vous présentez les symptômes classiques du stress post-traumatique », m'a-t-il dit à la fin de la séance. « Paranoïa, insomnie, anxiété accrue. Cela se traite avec des médicaments et une thérapie. Il m'a prescrit des calmants, des comprimés puissants qui devaient donc réduire mon niveau d'anxiété et améliorer mon sommeil.
J'ai pris les médicaments pendant 1 semaine. Mes rêves sont devenus moins intenses, mon anxiété s'est atténuée, mais la surveillance a continué. Les hommes en costume n'ont pas disparu de ma vie. Un soir, en rentrant du travail, j'ai vu un inconnu près de l'entrée de mon immeuble. C'était un homme grand, d'âge moyen, vêtu d'un manteau gris. Il fumait une cigarette et parlait au téléphone. Quand je me suis approché, il a terminé sa conversation et s'est adressé à moi. « David Coleman ? Oui. Et vous êtes qui ? Agent Watson, du FBI. Je dois vous parler. » Il m'a montré sa carte. Elle semblait authentique. « De quoi s'agit-il ? » De votre service en Afghanistan. Plus précisément, des événements du 2 octobre 2002. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Ils étaient au courant pour la grotte. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Vous comprenez très bien, Monsieur Coleman, et vous vous en souvenez très bien. Je vous propose de nous rendre à ma voiture. Nous discuterons dans un endroit calme. Une berline noire aux vitres teintées était garée près du trottoir. Watson ouvrit la portière arrière et me fit signe de m'asseoir. J'avais le choix. Accepter de discuter ou essayer de m'enfuir. Mais je n'avais nulle part où aller. Il savait où j'habitais, où je travaillais, où je me rendais. Je me suis assis dans la voiture. Watson s'est installé à côté de moi. Le chauffeur a démarré le moteur et nous avons roulé dans les rues nocturnes. Savez-vous ce qui est arrivé aux autres participants à cette opération ? A demandé l'agent. J'ai entendu dire qu'ils étaient morts. Le sergent Brown a sauté sur une mine. Le soldat Anderson a eu un accident de voiture. Le capitaine Johnson a disparu il y a 3 semaines. Officiellement, il a déserté. Donc, Johnson a également été éliminé. Il ne reste plus que moi. Et qu'est-ce que cela prouve ? Cela ne prouve rien. Ce ne sont que des statistiques. Sur les 4 survivants, 3 sont morts et 1 a disparu. Vous êtes le seul témoin restant. Témoin de quoi ? Watson sourit, un sourire désagréable et froid. Vous avez vu la créature dans la grotte, un géant de plus de 3,50 m. Vous l'avez tué avec vos camarades. Le corps a été emporté pour être examiné. Inutile de nier. Il savait là déjà tout. Oui, je l'ai vu. Et ensuite ? Rien d'autre ? Vous oubliez cet incident et vous menez une vie normale. Vous épousez votre petite amie, vous avez des enfants, vous travaillez dans un entrepôt. Vous ne racontez à personne ce qui s'est passé dans les montagnes. Et si je refuse de me taire ? Alors, vous aurez un accident, comme vos compagnons. La voiture s'est arrêtée devant chez moi. Watson a ouvert la portière. Réfléchissez à ce que je vous ai dit, Monsieur Coleman. Vous avez 24 heures pour y réfléchir. Je suis sorti de la voiture. La berline est partie, se fondant dans la circulation nocturne. Sarah m'attendait à la maison. Elle préparait le dîner et fredonnait une chanson. Une scène familiale ordinaire qui m'apportait autrefois la paix. Mais maintenant, je comprenais à quel point ce monde était fragile. « Comment ça va au travail ?» demanda-t-elle sans se retourner de la cuisinière. « Normalement, comme d'habitude. Demain, nous irons choisir nos alliances. J'ai trouvé une bijouterie qui pratique de bons prix. Des alliances, un mariage, la vie normale dont parlait l'agent Watson. J'ai pris Sarah dans mes bras et je l'ai embrassée sur le sommet du crâne. Elle sentait le shampoing et le parfum. Vivante, chaleureuse, authentique. Tout ce que j'avais de bon dans ma vie. « Je t'aime », lui ai-je dit. « Je t'aime aussi. Tout ira bien, David. Oublie la guerre, oublie les mauvais souvenirs. Nous commençons une nouvelle vie. Si seulement tout était aussi simple. Je n'ai pas dormi de la nuit. Allongé dans mon lit, je pensais au choix qui m'attendait. Me taire et vivre. Ou parler et mourir. Mais il y avait une autre option. Trouver des preuves de l'existence du géant. Rendre l'information publique de manière à ce qu'elle ne puisse être dissimulée. Alors, ma mort serait la confirmation de la véracité de l'histoire, et non un moyen de la passer sous silence. Le matin, j'ai pris ma décision. Je n'allais pas rester assis
à attendre qu'on me tue. J'allais essayer de découvrir la vérité sur ce qui s'était passé dans la grotte afghane. La première chose à faire était de découvrir où avait disparu le conteneur contenant le corps du géant. Dans l'armée, tous les mouvements de marchandises sont documentés. Il devait y avoir des traces du transport. J'avais des contacts dans la logistique militaire. Le sergent Dickie Morgan servait dans l'unité de transport de la base de Bagram. Nous nous étions rencontrés avant l'opération dans les montagnes. Je l'ai appelé depuis une cabine téléphonique. Ses numéros de téléphone personnels et professionnels étaient certainement sur écoute. « Dickie, c'est Dave Coleman. Tu te souviens de moi ? » « Bien sûr que je me souviens. Comment ça va aux États-Unis ? » « Bien. Écoute, j'ai besoin d'un service. Peux-tu vérifier les documents de transport d'une cargaison expédiée depuis ta base en octobre 2002 ? » « Quelle cargaison ? » « Un conteneur spécial, expédié le 4 octobre. Destinataire inconnu. » « C'est une information confidentielle, Dave. Je risque le tribunal militaire. » « C'est important, très important. » Dickie marqua une pause. « D'accord, mais tu me seras redevable, très redevable. » Marché conclu. Rappelle-moi demain à la même heure. Je raccrochai et rentrai chez moi. Il ne me restait plus qu'à attendre. Le lendemain, l'agent Watson réapparut devant chez moi. Même costume gris, même sourire froid. « Le temps est écoulé, monsieur Coleman. Quelle était votre décision ? » « D'accord, je me tairai. »« Sage décision. Alors, nous ne nous reverrons plus. Vivez tranquillement et heureusement. » Il monta dans sa voiture et partit. La surveillance cessa. Je ne vis plus d'hommes en costume près de chez moi ou au travail, mais j'avais menti à l'agent. Je n'avais pas l'intention de me taire. Le soir, j'ai rappelé Dickie Morgan. « J'ai trouvé ta cargaison, » m'a-t-il dit d'emblée. Conteneur numéro 738, expédié le 4 octobre par transport aérien vers l'Allemagne. Base de Ramstein. Et ensuite, la piste s'arrête là. Ramstein n'a aucune trace de la réception de ce conteneur. Officiellement, il n'existe pas. Impasse. Mais au moins, je savais que le conteneur avait été expédié en Allemagne. C'était déjà ça. Merci, Dickie. Je te revaudrai ça. Oublie ça, et sois prudent. Cette cargaison intéresse beaucoup quelqu'un. Hier, un homme en civil était venu me voir et m'a posé des questions sur toi. Quel genre d'homme ? Il s'est présenté comme un agent de la CIA. Il voulait savoir si tu m'avais contacté. Je lui ai répondu que non. Ils ont donc vérifié mes contacts. Heureusement que Dickie s'est avéré être quelqu'un de fiable. Il fallait maintenant que je me rende en Allemagne et que je retrouve la trace du conteneur. Mais comment ? Je n'avais pas d'argent pour le voyage et l'obtention d'un visa aurait pris des semaines. La solution est venue de manière inattendue. Sarah a reçu une offre d'emploi d'une agence de voyage, un circuit en groupe dans les capitales européennes, y compris Berlin. 2 semaines, tous frais payés. « C'est le destin », a-t-elle dit. « Une lune de miel en Europe. Romantique, n'est-ce pas ? Nous n'étions pas encore mariés, mais l'occasion d'aller en Allemagne était trop belle pour la laisser passer. Excellente idée. Quand est le départ ? Après-demain. On aura le temps de faire les papiers ? J'ai acquiescé. J'avais encore mon passeport étranger depuis mon service militaire. 2 jours plus tard, nous survolions l'Atlantique en direction de Francfort. Sarah était heureuse comme une enfant. Elle consultait les guides touristiques et planifiait nos itinéraires. Je réfléchissais à la manière de trouver la base militaire de Ramstein et de découvrir le sort du mystérieux conteneur. Nous sommes arrivés à Francfort tôt le matin. Le groupe de touristes était composé de 22 personnes, principalement des couples âgés de la classe moyenne. Le guide, Hans, était allemand, parlait bien anglais avec un accent prononcé. Nous avons passé les 2 premiers jours à suivre un programme touristique classique. Cologne, les châteaux du Rhin, une dégustation de vin. Sarah était enchantée par l'architecture et la cuisine locale. Je faisais semblant de partager son enthousiasme,
mais je ne pensais qu'à la base de Rammstein. Le 3e jour, le groupe s'est rendu à Munich. Selon le programme, nous devions y passer la nuit, puis continuer vers l'Autriche le lendemain matin. C'était ma chance. « Sarah, j'ai quelque chose à faire », lui ai-je dit le soir à l'hôtel. « Quoi donc ?»« Rendre visite à un vieil ami de l'armée. Il habite pas loin d'ici. On se voit demain matin avant le départ. » Elle n'était pas contente, mais elle n'a pas discuté. Nos relations avaient été tendues ces derniers mois à cause de mes problèmes psychologiques. « D'accord, mais ne sois pas en retard. Le bus part à 8 heures du matin. » Je l'embrassai et quittai l'hôtel. Je louai une voiture dans l'agence la plus proche et pris la direction du sud-ouest. Rammstein se trouvait à environ 300 km. 4 heures de route. Je roulais toute la nuit sur les autoroutes. Les déroutes allemandes étaient lentes et bonnes, le trafic minime. À l'aube, j'arrivais aux abords de la base. Rammstein est la plus grande base militaire américaine en Europe. Un immense territoire entouré de barbelés et de murs en béton. Plusieurs postes de contrôle avec une sécurité renforcée. Il était impossible d'entrer dans la base sans laisser passer. Mais je n'avais pas besoin d'entrer. Je cherchais une personne qui pourrait me fournir des informations. Près de l'entrée principale se trouvaient des bars et des cafés pour les militaires. Dans l'un d'eux, j'ai trouvé ce que je cherchais. Le pub appelé Aurel était rempli de soldats américains. Ils buvaient de la bière, jouaient au billard, parlaient dans les forts. J'ai commandé un whisky et j'ai écouté les conversations aux tables voisines. Je cherchais quelqu'un du service des transports ou des magasiniers, des personnes qui pourraient être au courant du mouvement des marchandises. Au bout d'une demi-heure, j'ai eu de la chance. À la table voisine, 3 sergents discutaient des problèmes liés à la circulation des documents sur la base. L'un d'eux se plaignait de la confusion qui régnait avec les numéros d'inventaire. « On perd constamment les enregistrements des cargaisons spéciales », disait-il. « Soit le système bug, soit quelqu'un les efface délibérément. »« Et quelles sont ces cargaisons spéciales ?» demanda son camarade. « Toutes sortes de trucs secrets, des conteneurs sans description du contenu. Ils sont livrés la nuit et emportés sans document. C'est un vrai casse-tête, c'était mon homme. » Je me suis approché de leur table avec une bouteille de whisky. « Excusez-moi de m'immiscer, je vous offre un verre ?» Ils m'ont regardé avec suspicion. J'étais en civil et je parlais avec un accent américain. « Qui êtes-vous » a demandé le sergent qui se plaignait des documents. « David Coleman, ancien membre des forces spéciales. J'ai servi en Afghanistan jusqu'à ma démobilisation. J'ai montré ma carte militaire. Cela a un peu détendu l'atmosphère. « Asseyez-vous » a dit le sergent. « Je m'appelle Frank Miller, je travaille au service des transports. Et voici Jim et Bob, du service logistique. Nous avons trinqué à notre rencontre. Puis une deuxième fois. L'alcool a délié les langues. « Écoutez les gars, » ai-je dit après mon 3e whisky. « J'ai besoin d'aide. Je cherche des informations sur une cargaison arrivée ici en octobre 2002. » « Quelle cargaison ?» demanda Miller. « Un conteneur spécial en provenance d'Afghanistan. Numéro 738. » Miller fronça les sourcils. « Je me souviens de ce numéro. C'était une histoire étrange. » « Étrange en quoi ? Le conteneur est arrivé par un vol de nuit. Personne ne savait ce qu'il contenait. Les documents sont classés confidentiels au-dessus de mon niveau d'accès. Et qu'est-ce qu'il est devenu ? Il a été récupéré 2 jours plus tard. Des gens en civil sont venus, ont chargé le conteneur dans un camion frigorifique et l'ont emporté. Et où l'ont-ils emporté ? Je ne sais pas, mais j'ai entendu dire que la cargaison avait été envoyée en Suisse, dans une base privée dans les montagnes. La Suisse, une base privée. C'était plus que ce que j'espérais apprendre. Vous ne vous souvenez pas du nom de cette base par hasard ? Miller secoua la tête. Non, mais le type qui s'occupait de l'enregistrement travaille toujours ici. Le soldat Harris, du bureau. Il se souvient peut-être de quelque chose.
Je notais le nom de Harris et le remerciais pour ses informations. Je laissais de l'argent pour les boissons et quittais le bar. Le soldat Harris vivait dans un foyer pour les jeunes recrues. J'ai trouvé son adresse dans l'annuaire téléphonique et je m'y suis rendu. Harris était un jeune homme d'environ 25 ans, maigre, portant des lunettes, un employé de bureau typique. Au début, il ne voulait pas me parler. « Je n'ai pas le droit de divulguer des informations confidentielles », m'a-t-il dit. « Il ne s'agit pas de divulgation. J'ai juste besoin de savoir si mon camarade est vivant. » Je lui ai raconté l'histoire selon laquelle ce conteneur transportait un soldat blessé dans le coma et que ses proches ne savent donc toujours pas ce qui lui est arrivé. Harris a hésité, mais la compassion l'a emporté. « D'accord, mais cela restera strictement entre nous. » Il m'a invité dans son bureau et a sorti un dossier contenant des documents. Conteneur numéro 738. Destinataire. Centre de recherche biologique des Alpes. Adresse en Suisse, canton du Valais. Pouvez-vous me donner l'adresse exacte? Harris nota les coordonnées sur un bout de papier. Une petite ville appelée Zermatt, dans les Alpes-Dômes suisses. Merci, dis-je. Vous m'avez été d'une grande aide. J'espère que votre ami est en vie, répondit Harris. Je suis rentré à Munich vers 7 heures du matin. Sarah m'attendait dans le hall de l'hôtel avec les valises. « Où étais-tu passé toute la nuit ?» demanda-t-elle. « J'ai rencontré un ami. Nous avons discuté tard et j'ai dû passer la nuit chez lui. » Elle me regarda d'un air méfiant, mais je n'avais pas le temps de m'expliquer. Le bus avec les touristes nous attendait déjà. Nous avons passé les 4 jours suivants en Autriche et en Italie. Je faisais semblant de m'intéresser aux visites, mais je ne pensais qu'à trouver un moyen de me rendre en Suisse. L'occasion s'est présentée à Milan. Les touristes avaient une journée libre pour faire du shopping. Sarah voulait acheter des sacs et des chaussures. « Vas-y toute seule, lui ai-je dit. J'ai des choses à régler. » « Quelles choses ? » ?»« Des choses professionnelles. Appeler mes supérieurs, leur faire mon rapport. » Sarah était mécontente, mais elle n'a pas insisté. Notre relation battait de l'aile à cause de ma discrétion. J'ai acheté un billet de train pour Zurich. De là, j'ai pris un bus pour Zermatt, une petite station de ski au pied du Cervin. Des rues propres, des hôtels chers, des touristes du monde entier. Le centre de recherche biologique des Alpes était situé à 20 km de la ville. Une route privée menait dans les montagnes vers un bâtiment moderne en verre et en béton. Le complexe était entouré d'une haute clôture avec du fil barbelé. J'ai laissé la voiture de location dans la forêt et je me suis approché à pied. Sur le portail, une plaque indiquait le nom du centre en 3 langues. Aucune indication sur sa spécialisation ou son domaine d'activité. La sécurité était renforcée. Caméras de surveillance, détecteurs de mouvement, patrouilles avec des chiens. Ce n'était manifestement pas un laboratoire de recherche ordinaire. J'ai trouvé une colline surplombant le complexe et je me suis installé à l'abri entre les pins. J'ai observé le site avec mes jumelles, étudiant la disposition des bâtiments et le dispositif de sécurité. Le bâtiment principal comptait 4 étages et un sous-sol. 2 bâtiments plus petits y étaient adjacents. À proximité se trouvaient donc des logements pour le personnel. Un entrepôt avec une aire de chargement était situé à part. Des personnes en blouse blanche circulaient entre les bâtiments. Des scientifiques ou des laborantins. Les gardes portaient des uniformes noirs et étaient armés de mitraillettes. Vers le soir, j'ai remarqué un détail intéressant. Un groupe de personnes en combinaison de protection est sorti du bâtiment principal. Elles portaient des conteneurs et se sont dirigées vers l'entrepôt. Une demi-heure plus tard, elles sont revenues, les mains vides. Ils stockaient quelque chose dans cet entrepôt, quelque chose qui nécessitait des mesures de sécurité particulières. La nuit, la sécurité était moins vigilante. Les patrouilles se déplaçaient selon un horaire précis, avec des intervalles de 20 minutes entre chaque ronde. Assez de temps pour se faufiler jusqu'à l'entrepôt.
J'ai attendu minuit et je suis descendu de la colline. J'ai coupé le grillage avec une pince coupante et j'ai rampé à travers le trou dans la clôture. J'ai contourné les détecteurs de mouvement en me cachant derrière les arbres et les buissons. L'entrepôt était moins bien gardé que les bâtiments principaux. Il n'y avait qu'une seule caméra au-dessus de l'entrée et une serrure électronique sur la porte. J'ai fait le tour du bâtiment et j'ai trouvé une fenêtre avec des barreaux. Les barreaux étaient vieux, les fixations rouillées. Quelques coups avec une lourde pierre et ils se sont détachés. J'ai grimpé par la fenêtre et me suis retrouvé à l'intérieur. L'entrepôt était divisé en sections avec des températures différentes. Dans une partie, il y avait des étagères ordinaires avec des boîtes et du matériel. Dans l'autre, des congélateurs industriels. J'ai allumé ma lampe torche et j'ai commencé à inspecter la pièce. Dans le coin le plus éloigné, j'ai trouvé ce que je cherchais. Un conteneur métallique portant un numéro familier, 738. Le conteneur était relié à un système de refroidissement. La température à l'intérieur était maintenue à moins 20 degrés. Le couvercle était scellé par plusieurs verrous. J'ai photographié le conteneur avec mon téléphone. J'ai noté tous les numéros et les marquages. C'était la preuve que le corps du géant avait bien été amené ici. Mais j'avais besoin de plus. Il fallait que je voie ce qu'il y avait à l'intérieur. Les serrures étaient électroniques, impossibles à forcer sans équipement spécial. Mais à côté du conteneur se trouvait un dossier avec des documents. J'ai photographié toutes les pages. Les documents étaient en anglais. Des rapports sur les résultats d'analyse, des schémas d'ADN, des photos de tissus au microscope. Les autres titres mentionnaient « Échantillon alpha », manifestement le nom de code du géant. Les documents ont révélé que la créature était étudiée depuis plus d'1 an. Des échantillons de tissus avaient été prélevés, son sang analysé, sa structure osseuse examinée. Les résultats étaient complètement stupéfiants. L'ADN du géant différait de celui des humains de 23%. C'était plus que la différence entre l'homme et le chimpanzé. La créature appartenait à une autre espèce. Son tissu osseux était 3 fois plus dense que celui d'un humain. Ses fibres musculaires avaient une structure unique qui expliquait son incroyable force. Son sang contenait des protéines inconnues, aux propriétés régénératrices. Le plus intéressant se trouvait dans le dernier rapport. Les scientifiques avaient tenté de cloner les tissus du géant. Ils avaient mené des expériences pour recréer certains organes. Ils ont tenté de cultiver un être entier à partir des cellules conservées. Sans succès jusqu'à présent. Les tissus clonés se détruisaient rapidement. Mais les recherches se poursuivaient. J'ai photographié tous les documents et me suis préparé à partir. Mais j'ai alors entendu des pas à l'extérieur. La patrouille de nuit commençait plus tôt que d'habitude. La lumière d'une lampe torche a éclairé la fenêtre. Le gardien faisait le tour du périmètre de l'entrepôt. J'ai éteint ma lampe torche et me suis caché derrière les étagères. « La fenêtre est ouverte », a dit une voix à l'extérieur. « Il faut vérifier. » 1 minute plus tard, la porte de l'entrepôt s'ouvrit. 2 gardes entrèrent, leurs armes à la main. Leurs lampes torches balayaient de la pièce. « Il n'y a personne », dit le premier. « Et ça, c'est quoi ?» Le second trouva la grille tombée sous la fenêtre. « Quelqu'un est passé par là. Appelle des renforts. Je compris que j'étais tombé dans un piège. Les issues d'en étaient bonnes et bloquées. Les renforts allaient bientôt arriver. Il fallait agir vite. J'attendis que les gardes aient le dos tourné. Puis je bondis de derrière les étagères et me précipitai vers la sortie. L'un d'eux réagit à temps et m'attrapa par la veste. Une bagarre a éclaté. Mon adversaire était plus fort, mais je connaissais les techniques de combat au corps à corps. Je lui ai donné un coup de coude dans le plexus solaire, je me suis dégagé et j'ai couru vers la porte. Le deuxième gardien a levé son fusil, mais n'a pas osé tirer. Le entrepôt contenait des matériaux de valeur, une balle perdue aurait pu endommager l'équipement.
Je me suis précipité dehors et j'ai couru vers la clôture. Derrière moi, j'ai entendu des cris et l'alarme s'est déclenchée. Des projecteurs ont éclairé le terrain d'une lumière vive. Il restait 50 mètres jusqu'au trou dans la clôture. J'ai couru en zigzagant, me cachant derrière les bâtiments. Les balles sifflaient au-dessus de ma tête. Les gardes avaient finalement ouvert le feu. J'ai couru jusqu'à la clôture et j'ai plongé dans le trou. Les barbelés ont déchiré mes vêtements et m'ont égratigné les mains. Mais j'avais réussi à m'échapper. La voiture était là où je l'avais laissée. J'ai démarré le moteur et j'ai dévalé la route de montagne. Dans le rétroviseur, je voyais les phares des voitures qui me poursuivaient. La poursuite a duré une demi-heure. Les routes suisses étaient étroites et sinueuses et je ne connaissais pas la région. À plusieurs reprises, j'ai failli tomber dans le ravin dans les virages. Mais les routes de montagne jouaient en ma faveur. Mes poursuivants ne savèrent pas où j'allais et se sont séparés. Une voiture s'est dirigée vers la frontière allemande, l'autre vers la frontière française. J'ai choisi la route italienne. En passant par un tunnel dans les Alpes, je suis arrivé à Milan au petit matin. J'ai rendu la voiture de location et je me suis rendu à l'hôtel où notre groupe de touristes était logé. Sarah m'attendait dans la chambre. Elle était pâle et inquiète. « Où étais-tu ? J'ai appelé la police. »« Désolé, j'ai été retenu par des affaires. »« Quelles affaires ? Tu as disparu pendant toute une journée. » Je me suis assis sur le lit et me suis frotté le visage avec les mains. La fatigue m'écrasait comme un poids de plomb. « Sarah, j'ai quelque chose à te dire, à propos de ce qui s'est passé en Afghanistan. » « Enfin, dit-elle en s'asseyant à côté de moi. Et je lui racontai tout. La grotte, le géant, mes camarades morts, la filature, les menaces, le centre de recherche en Suisse. Je lui montrai les photos des documents sur mon téléphone. Sarah écouta en silence. Quand j'eus terminé, elle resta longtemps sans rien dire. « Tu es sérieux ? » demanda-t-elle enfin. « Tout à fait sérieux. David, on dirait les divagations d'un fou. Je sais, mais j'ai des preuves. » Elle regarda les photos des documents. Elle secoua la tête. « Ça pourrait être un faux, ou une blague, ou la vérité, » ai-je conclu. « D'accord, admettons que tu aies raison. Que faire maintenant ? Rendre l'information publique, transmettre les documents aux journalistes, les publier sur Internet, que le monde entier apprenne la vérité. Et ensuite ? Ensuite, ils me tueront, comme ils ont tué les autres témoins. » Sarah se mit à pleurer. « Je ne veux pas te perdre. Moi non plus, je ne veux pas mourir, mais je n'ai pas le choix. Si je ne fais rien, ils me tueront de toute façon. Au moins, ma mort aura un sens. » Nous sommes rentrés aux États-Unis une semaine plus tard. Le reste de la tournée s'est déroulé dans un silence tendu. Sarah ne m'adressait presque plus la parole, réfléchissant à ce qu'elle venait d'entendre. Je ne lui en voulais pas d'avoir des doutes. Son histoire semblait vraiment incroyable. Une fois rentré chez moi, j'ai tout d'abord copié toutes les photos sur plusieurs clés USB et les ai cachées à différents endroits. J'en ai enterré une dans le jardin derrière la maison, j'en ai laissé une autre dans un coffre-fort à la banque et j'ai envoyé la troisième par la poste à mon cousin en Californie avec une note demandant de l'ouvrir en cas de décès. J'ai ensuite commencé à chercher des moyens de rendre cette information publique. J'ai contacté plusieurs journalistes spécialisés dans les questions militaires. La plupart d'entre eux n'ont pas pris mon histoire au sérieux. Ils exigeaient des preuves plus solides que des photos de documents. Le rédacteur en chef du Washington Post, Michael Stone, a accepté de me rencontrer, mais après avoir examiné les documents, il a secoué la tête. « C'est intéressant, Monsieur Coleman, mais cela ne suffit pas pour une publication. Les documents peuvent être des faux. Il faut des sources indépendantes, des confirmations d'autres témoins. » « Les autres témoins ont été tués, » ai-je répondu. « Prouvez-le. Montrez le lien entre leur mort et votre histoire. Je n'ai pas accès aux documents de l'enquête. »
Alors nous n'avons pas d'articles. Les chaînes de télévision ont réagi encore plus mal. Le producteur d'une émission sur les phénomènes paranormaux a proposé de tourner un reportage, mais dans un format divertissant, à côté des histoires sur les ovnis et le Yéti. Ce n'est pas du divertissement, ai-je objecté. C'est une histoire sérieuse sur la dissimulation de la vérité. Une histoire sérieuse nécessite des preuves de sérieuses, a répondu le producteur. Internet s'est avéré plus prometteur. J'ai créé un blog et y ai publié toutes les informations. Des photos de documents, des cartes de la région, un récit détaillé des événements. J'ai publié des liens sur des forums et des réseaux sociaux. Les réactions ont été mitigées. Certains y croyaient et me soutenaient. D'autres me considéraient comme un escroc ou un fou. D'autres encore proposaient des théories du complot impliquant des reptiliens et des francs-maçons. Mais l'essentiel, c'est que l'information a commencé à se répandre. Chaque jour, le nombre de vues augmentait. Les gens partageaient les liens, discutaient dans les commentaires. Au bout d'un mois, mon blog a été remarqué par des journalistes. Des articles sur « Le soldat qui affirme avoir vu un géant » ont été publiés dans plusieurs journaux. Ils figuraient principalement dans les rubriques « Curiosité ». Mais au moins, ils mentionnaient les faits. Pendant ce temps, Sarah avait définitivement décidé que je souffrais d'un trouble mental. Elle insistait pour que je consulte un psychiatre. « David, regarde-toi. Tu vis dans un monde imaginaire. Tu as inventé une théorie du complot pour expliquer tes problèmes. Ce ne sont pas des fantasmes, j'ai des preuves. Tu as des photos de papier incompréhensibles, ce ne sont pas des preuves. Comment expliquer autrement la mort de mes camarades? Une coïncidence, la guerre est une chose dangereuse. Les gens meurent pour différentes raisons. Notre relation était définitivement brisée. Sarah a quitté mon appartement et, 2 semaines plus tard, elle a annoncé qu'elle rompait nos fiançailles. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui vit dans un monde imaginaire, m'a-t-elle dit lors de notre dernière rencontre. Je me suis retrouvé seul. J'ai dû quitter mon travail à l'entrepôt car le propriétaire ne voulait pas garder un fou de la ville. Je vivais de mes économies et de petits boulots occasionnels. Mais les choses avançaient. L'un des lecteurs de mon blog était un ancien médecin militaire. Le docteur Richard Haley avait servi à l'hôpital de la base de Ramstein en 2002. Il m'a écrit une lettre. « Monsieur Coleman, j'ai lu votre blog avec beaucoup d'intérêt. En octobre 2002, on m'a effectivement chargé d'examiner une cargaison inhabituelle en provenance d'Afghanistan. Il s'agissait d'un conteneur contenant le corps d'une créature humanoïde, mais de taille gigantesque. Officiellement, on m'a dit qu'il s'agissait d'un ennemi blessé sous l'emprise de drogue. Mais je suis médecin depuis 20 ans. Je sais à quoi ressemble un corps humain. Ce qui se trouvait dans le conteneur n'était pas un être humain. Il mesurait environ 4 mètres, avait une musculature disproportionnée et une structure osseuse anormale. Il ressemblait davantage à un représentant d'une autre espèce. J'ai rédigé un rapport détaillé de mes observations, mais le lendemain, j'ai été transféré dans un autre service. Le rapport a disparu des archives. Lorsque j'ai essayé d'interroger mes collègues, on m'a laissé entendre qu'il valait mieux oublier cet incident. Je suis prêt à confirmer publiquement votre version des faits. Je pense que les gens ont le droit de connaître la vérité. Ce fut une percée. Un témoin indépendant, un médecin à la réputation irréprochable. Son témoignage pouvait changer l'attitude envers mon histoire. Le docteur Haley a accordé des interviews à plusieurs journalistes. Il a raconté ses observations et confirmé l'authenticité des documents provenant du centre suisse. Son expérience médicale donnait du poids à ses propos. L'intérêt des médias a fortement augmenté. La chaîne Discovery Channel a proposé de tourner un documentaire. Les journalistes du Times ont lancé leur propre enquête. Mais dans le même temps, l'opposition s'est intensifiée.
Des articles ont été publiés sur Internet, me dénonçant comme un escroc et un charlatan. Des commentateurs anonymes ont répandu des rumeurs sur mes problèmes psychologiques. Le docteur Haley a commencé à recevoir des menaces. On l'appelait au milieu de la nuit pour lui demander de renoncer à son témoignage. Des problèmes sont apparus au travail. La direction de l'hôpital lui a fait comprendre que sa réputation était remise en question. « Ils essaient de me faire taire », m'a-t-il dit lors de notre conversation téléphonique. Mais je ne céderai pas. La vérité est plus importante que ma carrière. Une semaine plus tard, le docteur Haley a trouvé la mort dans un accident de voiture. Son véhicule a dérapé sur une route sinueuse dans les montagnes du Colorado. La police a conclu à un excès de vitesse et à la fatigue du conducteur. J'ai compris que je n'avais plus beaucoup de temps. Ils avaient éliminé le seul témoin indépendant. Bientôt, ce serait mon tour. J'ai accéléré le travail sur la révélation finale. J'ai rassemblé tous les documents dans un rapport détaillé de 100 pages. J'y ai inclus des photos de documents, des plans du terrain, les témoignages du docteur Haley, l'analyse des décès de ses camarades. J'ai envoyé le rapport simultanément aux 20 plus grands journaux. J'en ai remis des copies à des journalistes d'investigation, à des organisations de défense des droits de l'homme et à des membres du Congrès. Je l'ai publié sur des dizaines de sites Internet. L'effet a dépassé toutes les attentes. L'histoire a fait la une des journaux. Les chaînes de télévision lui ont consacré des émissions spéciales. Des discussions animées ont éclaté sur Internet. L'opinion publique s'est divisée. Certains ont exigé une enquête officielle. D'autres ont considéré toute cette histoire comme un faux. D'autres encore y ont vu la preuve de l'existence de civilisations anciennes ou d'extraterrestres. Le gouvernement a été contraint de réagir. Le Pentagone a publié une déclaration officielle. Le colonel James Walker, représentant du ministère de la Défense, a tenu une conférence de presse. Les affirmations de M. Coleman sont totalement fausses, a-t-il déclaré. Nos forces en Afghanistan n'ont rencontré aucune créature géante. Les documents qu'il présente sont des faux. Comment expliquer alors le témoignage du docteur Haley ? A demandé un journaliste. Le défunt docteur souffrait de troubles mentaux. Son témoignage ne peut être considéré comme fiable. Que direz-vous du centre de recherche suisse ? Ce centre n'existe pas. M. Coleman a fourni des photos d'origine inconnue. Mais les démentis officiels n'ont fait qu'attiser l'intérêt. Les gens ne faisaient pas confiance aux déclarations du gouvernement, en particulier celles concernant les opérations secrètes. Un groupe de journalistes indépendants s'est rendu en Suisse pour vérifier mes affirmations. À l'adresse indiquée, ils ont effectivement trouvé un centre de recherche. Le bâtiment était abandonné. L'équipement avait été emporté. Mais des traces d'activités récentes subsistaient. Les habitants de la région ont confirmé que le centre fonctionnait encore récemment. Des camions apportaient et emportaient régulièrement des conteneurs. Le personnel observait la plus stricte confidentialité. Les autorités suisses ont déclaré que le centre menait des recherches médicales. Tous les documents et matériels ont été détruits, conformément aux exigences de confidentialité. Pendant ce temps, je recevais de plus en plus de menaces, appels téléphoniques, lettres, messages sur Internet. On me promettait de me tuer si je ne cessais pas de diffuser de fausses informations. Mes parents insistaient pour que je déménage chez eux, au Texas. Ils disaient que je serais plus en sécurité dans une petite ville. Ils me trouveront où que je sois, répondais-je. La géographie ne m'aidera pas. Alors demande la protection du FBI. Le FBI travaille pour les mêmes personnes qui veulent me tuer. Je savais que mes jours étaient vraiment comptés, mais l'information s'était déjà répandue dans le monde entier. Il était trop tard pour me tuer. La vérité avait pris son envol. Le Congrès a annoncé la tenue d'une audience sur mes déclarations.
La commission du renseignement devait examiner les documents présentés et rendre son verdict. La veille de l'audience, 3 hommes en costume sombre sont venus chez moi. Ils m'ont montré leur carte d'agent de la sécurité nationale. « Monsieur Coleman, vous êtes en état d'arrestation pour divulgation de secrets d'État. » « Quel secret ? Officiellement, rien de ce dont je parle n'existe. Néanmoins, vous avez porté atteinte à la sécurité nationale. Venez avec nous. » On m'a emmené dans une cellule d'isolement d'une prison fédérale. Mon avocat m'a expliqué que l'affaire pouvait durer des mois. En attendant, les audiences au Congrès ont été reportées sine die. J'ai passé 3 semaines en prison. J'étais détenu dans une cellule individuelle. Les visites et les appels téléphoniques étaient interdits. J'étais complètement coupé du monde extérieur. Mais la pression publique a fonctionné. Des organisations de défense des droits de l'homme ont déposé une plainte pour détention illégale. Les médias ont fait grand bruit autour de cette violation de la liberté d'expression. J'ai été libéré sous caution. Les accusations ont été retirées, faute de preuves de ma culpabilité. Mais l'objectif était atteint. Pendant mon incarcération, l'intérêt du public pour mon histoire s'était émoussé. De nouveaux scandales avaient fait leur apparition. Les gens s'étaient tournés vers d'autres sujets. Les audiences au Congrès se sont déroulées à huis clos. Les résultats ont été classés secrets. La conclusion officielle était que les allégations ne sont pas corroborées par des faits vérifiables. Le centre suisse a été définitivement fermé. Le bâtiment a été démoli sous prétexte de construire une piste de ski. Toutes les traces ont disparu. Je me suis retrouvé les mains vides. Les preuves ont été jugées non fiables. Les témoins sont morts. Le public s'est désintéressé. Mais j'ai atteint mon objectif principal. L'information a été rendue publique. Des millions de personnes ont appris l'existence du géant. Certains y ont cru, d'autres non. Mais le doute a été semé. La vérité a tendance à refaire surface. Tôt ou tard, de nouvelles preuves et de nouveaux témoins apparaîtront. L'histoire aura une suite. En attendant, je vis tranquillement et discrètement. J'ai changé de nom, déménagé dans un autre État et trouvé un emploi de mécanicien dans une petite ville. Je ne suis plus suivi. Je ne représente plus une menace. Je reçois parfois des lettres de personnes qui croient à mon histoire. Elles se partagent leurs propres observations, racontent des découvertes étranges. Beaucoup de ces histoires semblent fantastiques, mais certaines donnent à réfléchir. Peut-être que le géant de la grotte afghane n'était pas le seul. Il y en a peut-être d'autres, cachés dans des coins reculés de la planète. Peut-être que le gouvernement en sait plus qu'il ne le reconnaît. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai dit la vérité telle que je la connais. Que les autres décident de croire ou non. Qu'ils cherchent leur propre réponse à des questions dérangeantes. 2 ans se sont écoulés depuis ma révélation. La vie dans la petite ville de Milford, dans le New Hampshire, était calme et tranquille. Je travaillais comme mécanicien dans le garage de Joe Harris, je louais un studio au-dessus d'une pizzeria et je passais mes week-ends à pêcher. Les documents au nom de Michael Thomas semblaient irréprochables. Ma nouvelle identité m'avait coûté 10 000 $, soit toutes mes économies, mais elle m'avait apporté la tranquillité. Personne en ville ne connaissait mon passé. Joe Harris était un bon patron. C'était un homme âgé qui avait travaillé toute sa vie dans le domaine automobile. Il ne posait pas de questions inutiles, payait honnêtement et me traitait avec respect. Je lui ai dit que j'avais servi dans l'armée et que je voulais commencer une nouvelle vie loin des grandes villes. « Je comprends », a dit Joe. « La guerre change les gens. Mon fils aussi a des revenus différents de celui qu'il était quand il était parti. La ville comptait environ 3000 habitants. Tout le monde se connaissait. Les nouvelles se propageaient rapidement. Mais les gens étaient bienveillants et ne se mêlaient pas des affaires des autres. C'était l'endroit idéal pour se cacher de son passé. Mon seul lien avec mon ancienne vie était Internet. Le soir, je lisais les forums où l'on discutait de mon histoire. L'intérêt s'estompait peu à peu,
mais ne disparaissait pas complètement. De temps en temps, de nouvelles théories et hypothèses apparaissaient. Certains utilisateurs affirmaient avoir vu des créatures similaires dans différentes parties du monde. Des humanoïdes géants dans les montagnes du Tibet, d'énormes empreintes dans les forêts d'Alaska, d'étranges ossements trouvés par des archéologues et rapidement disparus des musées. La plupart de ces messages semblaient être des fantasmes ou des canulars, mais certains contenaient des détails qui donnaient à réfléchir. Les descriptions de l'apparence, du comportement et du lieu de vie correspondaient à ce que j'avais vu dans la grotte afghane. Le message d'un utilisateur sous le pseudonyme « Chasseur des montagnes » était particulièrement intéressant. Il racontait sa rencontre avec un géant dans les Cascade Mountains, dans l'État de Washington. La créature avait une barbe rousse, portait des peaux d'animaux et était armée d'armes primitives. Je lui ai envoyé un message privé pour lui demander plus de détails. « Chasseur des montagnes », m'a répondu quelques jours plus tard. Il s'appelait Bill Anderson et travaillait comme garde forestier dans un parc national. J'ai rencontré cette créature il y a 3 mois pendant une patrouille. Il mesurait environ 4 mètres et avait la carrure d'un haltérophile. Il avait de longs cheveux roux et une barbe. Il était vêtu de peau et tenait un gourdin en bois dans ses mains. Il se tenait sur le sentier à une 50aine de mètres de moi. Il me regardait fixement, sans bouger. J'étais tellement effrayé que je ne pouvais pas bouger. Au bout d'1 minute, il s'est retourné et est parti dans la forêt. J'ai ensuite trouvé ses traces, des empreintes de pas de 40 cm de long, profondément enfoncées dans le sol. Je les ai photographiées, mais mes supérieurs m'ont interdit de partager les photos. Ils ont dit que cela nuirait à l'attrait touristique du parc. J'ai demandé à Bill de m'envoyer les photos des empreintes. Il a accepté à condition que je ne divulgue pas son vrai nom. Les photos sont arrivées le lendemain. Les empreintes étaient vraiment énormes. De forme humaine, mais avec des orteils disproportionnés. La profondeur des empreintes indiquait un poids d'au moins 300 kilos. J'avais vu exactement les mêmes empreintes dans une grotte afghane. Bill a accepté de me parler au téléphone. C'était un homme d'âge moyen, à la voix fatiguée. Il avait travaillé pendant 20 ans dans les services forestiers et connaissait les montagnes comme sa poche. « J'ai vu tous les animaux de cette région », m'a-t-il dit. Des ours, des élans, des lynx. Mais là, c'était autre chose. Quelque chose qui ne devrait pas exister. « Avez-vous parlé de cette rencontre à quelqu'un d'autre ?»« À ma femme et à mon chef. Ma femme a décidé que j'avais des hallucinations dues à la fatigue. Mon chef m'a ordonné d'oublier et de ne pas répandre de rumeurs. Et les autres employés du parc? Peut-être que quelqu'un d'autre a vu quelque chose? Il y a des rumeurs. Les touristes se plaignent d'entendre des bruits étranges la nuit. Ils trouvent des arbres cassés, des campements saccagés. Mais officiellement, on attribue cela aux ours. J'ai demandé à Bill de me tenir au courant des nouvelles observations. Il a promis d'appeler si quelque chose se passait. 1 mois plus tard, il a rappelé. Sa voix était agitée. « Michael, il s'est passé quelque chose de grave. Un groupe de touristes a disparu dans les montagnes. 4 adultes, des randonneurs expérimentés. Ils ont disparu sans laisser de traces. » Quand est-ce que ça s'est passé? Il y a 3 jours. Les secours ont trouvé leur campement saccagé, les tentes déchirées, leurs affaires éparpillées. Mais le plus étrange, ce sont les traces. Quelles traces? Les mêmes empreintes géantes, partout dans le campement. Mais les supérieurs ont interdit d'en parler dans les rapports. Et les corps des touristes? Ils n'ont pas été retrouvés. Ils ont annoncé qu'ils s'étaient perdus et avaient péri dans le ravin. L'affaire a été classée. J'ai compris que la situation se répétait. Comme en Afghanistan, les autorités cachent la vérité sur les rencontres avec les géants. Elles passent les faits sous silence, font disparaître les témoins. Bill, sois prudent. Si les autorités savent que tu as vu les traces,
Tu pourrais être en danger. Que veux-tu dire? Je ne pouvais pas lui dire toute la vérité, lui expliquer qui j'étais et ce qui m'était arrivé. J'ai dû me contenter de généralités. Sois juste prudent et tiens ta langue. Une semaine plus tard, Bill Anderson est mort en tombant d'une falaise pendant une patrouille. La version officielle, accident. Il aurait glissé sur des pierres mouillées et serait tombé dans le vide. Mais je connaissais la vérité. Bill avait été éliminé parce qu'il en savait trop. Tout comme tous les autres témoins avaient été éliminés. J'ai décidé de ne pas chercher de nouveaux contacts. Chaque personne avec laquelle j'entrais en contact était mise en danger. Il valait de mieux se taire et ne pas s'impliquer. Mais le silence n'a pas duré longtemps. 2 mois plus tard, un inconnu est entré dans mon garage. C'était un homme grand, d'une 40aine d'années, vêtu d'un costume coûteux. Il s'est présenté comme Daniel Reed, un journaliste de Boston. « Monsieur Thomas, j'ai besoin de vous parler d'une affaire importante. Nous nous connaissons ?» ai-je demandé en continuant à travailler sous le capot de la voiture. « Pas personnellement, mais je sais qui vous êtes vraiment, Monsieur Coleman. » Mon cœur a fait un bond. Je me suis redressé et je l'ai regardé. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » David Coleman, ancien militaire, participant à l'opération dans les montagnes afghanes, auteur de l'histoire sensationnelle sur le géant. Vous vous trompez. Reed sourit et sortit son téléphone. Il me montra une photo de moi sortant d'une banque dans une ville voisine. Le programme de reconnaissance faciale fonctionne très bien. Même la chirurgie plastique n'aide pas toujours. Je n'avais pas subi d'opération plastique. J'avais simplement rasé ma moustache et teint mes cheveux. Mais la technologie évoluait rapidement. Que voulez-vous? Parlez. J'écris un livre sur vos aventures. J'ai besoin de votre version des faits. J'ai déjà tout raconté. Lisez mon blog. Un blog est une chose, un récit vivant en est une autre. Les gens veulent de savoir ce qui s'est passé ensuite, comment vous vivez, ce que vous pensez. J'ai essuyé mes mains avec un chiffon et j'ai fermé le capot de la voiture. Monsieur Reed, je veux vivre tranquille. Oubliez le passé et ne pas attirer l'attention. Votre livre va perturber ma tranquillité. Mais les gens ont le droit de connaître la vérité. Les gens savent déjà tout ce qu'il faut savoir, qu'ils décident ensuite par eux-mêmes. Reed n'a pas abandonné. Très bien, alors voici une autre proposition. J'ai reçu des informations sur de nouveaux cas, des rencontres avec des géants dans différents États. Cela pourrait vous intéresser? Malgré ma prudence, la curiosité l'emporta. De quel cas s'agit-il? Des cas récents, littéralement au cours des 6 derniers mois. En Alaska, dans le Montana, dans le Colorado, les témoins oculaires décrivent des créatures très similaires à celles que vous avez vues en Afghanistan. Il sortit un dossier contenant des documents. Il montra des photos de traces, des débris d'armes, des témoignages. D'où tenez-vous cela? De mes sources. J'ai des contacts dans différents services. Tous les employés ne sont pas d'accord avec la politique du silence. J'ai examiné les documents. En effet, les descriptions étaient très similaires. Des géants de plus de 3 mètres, couverts d'une épaisse pilosité, armés d'armes primitives. Que proposez-vous? Une enquête conjointe. Vous savez sur quoi vous concentrer. Je sais trouver des informations et des témoins. Ensemble, nous pourrons découvrir la vérité. Et ensuite, nous publierons les résultats. Cette fois-ci, avec des preuves que le gouvernement ne pourra pas réfuter. La proposition était séduisante, la possibilité de terminer ce que j'avais commencé il y a 3 ans. Trouver des preuves irréfutables de l'existence des géants. Mais le risque était énorme. Si nous attirions trop l'attention, nous serions tous les deux éliminés. Et cette fois-ci, définitivement. Je dois réfléchir, ai-je répondu. Bien sûr, voici ma carte de visite. Appelez-moi quand vous aurez pris votre décision. Reed est parti, me laissant seul face à un choix difficile.
continuer à mener une vie tranquille, en toute sécurité, ou reprendre ma quête de la vérité au péril de ma vie. Le soir, j'ai longuement marché au bord du lac, réfléchissant à la proposition du journaliste. D'un côté, j'avais une chance de trouver des preuves définitives. De l'autre, une quasi-certitude de mourir. Mais je me suis alors souvenu de mes camarades morts dans une grotte en Afghanistan. Thompson, une lance plantée dans la poitrine. Wilson, écrasé par une pierre. Ils sont morts en combattant le monstre. Leur mort était-elle vraiment inutile? Je me suis souvenu du docteur Haley, qui a perdu la vie en essayant de révéler la vérité. De Bill Anderson, poussé d'une falaise pour avoir posé trop de questions. Combien d'autres personnes mourront avant que la vérité n'éclate au grand jour? Je pris ma décision. Le lendemain, j'appelai Reed. D'accord, mais à mes conditions. Quelles conditions? Nous agissons avec prudence, nous n'attirons pas l'attention. Et si je te dis d'arrêter, nous cessons immédiatement l'enquête. Marché conclu. Quand commençons-nous? Demain. Rendez-vous à Boston. J'ai dit à Joe Harris que je prenais quelques semaines de vacances. Affaire familiale, je devais rendre visite à ma tante malade. Il s'est montré compréhensif et m'a souhaité bonne chance. J'ai rassemblé le strict minimum et je suis parti pour Boston. J'ai retrouvé Reed dans un café près de la gare. Il semblait excité et plein d'enthousiasme. C'est super que vous ayez accepté. J'ai un plan d'action. Quel plan? On va commencer par l'Alaska. Il y a 3 semaines, un groupe de géologues a rencontré un géant pendant une expédition. L'un d'entre eux est prêt à donner une interview. Et les autres? Les autres ont disparu. Officiellement, ils ont été victimes d'une avalanche. Mais le survivant dit qu'ils ont été tués par un géant. Et ce survivant est-il d'accord pour dire la vérité publiquement? Pas encore. Il a peur. Mais si nous trouvons des preuves de supplémentaires, il se décidera peut-être. Nous avons pris l'avion pour Anchorage le lendemain. Une nouvelle enquête commençait, qui pourrait être la dernière de ma vie. L'Alaska nous a accueillis avec un vent froid d'octobre et de la neige fondue. Le géologue survivant, Tom Clark, a accepté de nous rencontrer dans un petit bar à la périphérie d'Anchorage. C'était un homme d'une 50aine d'années, au visage buriné et au regard nerveux. « Vous êtes de journaliste ?» demanda-t-il en regardant autour de lui. « Je suis journaliste », répondit Reed. « Et voici mon collègue Michael. Nous étudions les cas de rencontre avec des créatures inconnues. » Clark commanda un whisky et le but d'un trait. « Je ne sais pas si je dois en parler. Ils m'ont prévenu qu'il y aurait des problèmes si j'ouvrais la bouche. »« Qui vous a prévenu ?» demandai-je. « Des gens du gouvernement. Ils sont venus à l'hôpital quand j'étais soigné pour mes gelures. Ils m'ont dit qu'il valait mieux oublier ce qui s'était passé dans les montagnes. » Reed alluma le magnétophone. « Tom, racontez tout depuis le début. Que s'est-il passé pendant votre expédition ?» Clark hésita, puis soupira et commença son récit. « Nous recherchions de nouveaux gisements dans la chaîne de montagnes Brooks. Notre groupe était composé de 5 personnes. Moi, Jenkins, Morris, Peterson et notre guide esquimau Nanook. Nous travaillions dans une région reculée, rarement fréquentée par les humains. Racontez-nous votre rencontre avec la créature. » C'était le matin du 3e jour. Nous avions établi notre campement dans une vallée entre 2 chaînes de montagnes. Nanook était parti vérifier les pièges, les autres prenaient leur petit déjeuner dans la tente. Soudain, nous avons entendu son cri. Clark fit une pause et commanda un autre whisky. Nous avons couru hors de la tente et avons vu ça. Une créature énorme tenait Nanook par le cou. Elle mesurait environ 4 mètres et était couverte de poils roux. Son visage était presque humain, mais bestial. Ses yeux étaient roumantes de rouge, comme ceux d'un albinos. Que s'est-il passé ensuite? La créature a brisé le cou de Nanook comme une brindille. Puis elle s'est jetée sur nous. Jenkins a essayé de sortir son fusil, mais il n'a pas eu le temps.
Le géant l'a attrapé et l'a projeté contre les rochers. J'ai imaginé la scène, exactement le même massacre que dans la grotte afghane. Comment avez-vous réussi à survivre? Maurice et Peterson ont détourné son attention. Ils criaient, agitaient dans les bras, jetaient des pierres. Pendant que la créature s'occupait d'eux, je me suis caché derrière des rochers. Je suis resté là jusqu'au soir, sans bouger. Et ensuite, quand la nuit est tombée, je suis sorti de ma cachette. Mes compagnons étaient morts, leurs corps mutilés, leurs têtes fracassées, leurs os brisés. Avez-vous vu où la créature est partie? Vers le glacier. Il y avait une grotte dans la roche. Je n'ai pas osé m'y aventurer. Reed notait chaque mot. Je posais la question suivante. « Tom, combien de temps vous a-t-il fallu pour rejoindre la civilisation ?» 4 jours. J'ai suivi mon compas vers le sud. Je me suis nourri de conserves trouvées dans le camp détruit. Le 5e jour, les sauveteurs m'ont trouvé. Et que leur avez-vous dit? La vérité. Mais ils ne m'ont pas cru. Ils ont décidé que j'avais des hallucinations dues au froid et au choc. Ils ont écrit dans leur rapport que le groupe avait été pris dans une avalanche. Et les représentants du gouvernement? Ils sont arrivés une semaine plus tard. 2 hommes en costume ont présenté leur carte d'identité de la sécurité nationale. Ils ont dit que ma version nuisait à l'industrie touristique de l'Alaska. Il valait mieux oublier et ne le dire à personne. L'entretien a duré 2 heures. Clark a raconté tous les détails, décrit l'apparence de la créature et montré l'endroit sur la carte. Son histoire correspondait parfaitement à mes souvenirs du géant en Afghanistan. Le lendemain, nous avons pris un hélicoptère pour nous rendre sur le lieu de la tragédie. Le pilote privé a accepté de nous emmener pour une somme rondelette, sans poser de questions. Après 3 heures de vol, nous avons atterri dans la vallée décrite par Clark. Les traces du campement étaient encore visibles. Des morceaux de tentes, des boîtes de conserve éparpillées, du matériel cassé. Le sang sur les pierres avait été emporté depuis longtemps par la pluie et la neige. Reed photographiait tout ce qui lui tombait sous la main. J'inspectais les lieux à la recherche de traces de la créature. J'ai trouvé plusieurs empreintes de pieds énormes dans la terre meuble près du ruisseau. Elles étaient identiques à celles des photos suisses figurant dans les documents. « La grotte est là », ai-je dit en montrant un rocher près du glacier. Nous nous sommes approchés. L'entrée de la grotte était large et s'enfonçait profondément dans la montagne. De l'intérieur émanait une odeur froide et moisie. « On entre ?» demanda Reed. « Avec précaution, et pas trop loin. » Nous avions des lampes et une caméra infrarouge. Nous avons lentement avancé de 20 mètres dans les profondeurs de la grotte. Les parois étaient couvertes de griffures. Des os d'animaux, cerfs, ours, phoques, jonchaient le sol. Dans le coin le plus éloigné, nous avons découvert une tanière, une litière faite de peaux et de branches. Quelqu'un vivait manifestement ici. Reed a photographié tous les détails. « As-tu suffisamment de preuves ?» ai-je demandé. « Pour l'instant, oui, mais ce serait bien de trouver le géant lui-même. »« Mieux vaut ne pas le faire. Rappelez-vous ce qui est arrivé à mes compagnons. Nous sommes de retournés à Anchorage et avons traité les données de recueillies. Photos, vidéos, interviews de Clark. Des preuves convaincantes, mais pas définitives. Les sceptiques pouvaient déclarer que tout était faux. « Il nous faut un géant vivant, » a déclaré Reed pendant le dîner à l'hôtel. « Alors il nous faut toute une armée. Il tuera sans problème 1 ou 2 personnes. » Et si on s'adressait à l'armée, organiser une expédition officielle? L'armée est au courant. Elle cache la vérité depuis plusieurs années. Reed s'est mis à réfléchir. Alors, nous nous tournerons vers les scientifiques, un groupe de biologistes réputés. Ils ne laisseront pas l'affaire être étouffée. Peut-être, mais il faut d'abord les convaincre. Le lendemain, nous avons contacté le docteur Sarah Mitchell, une anthropologue renommée de l'université de Stanford. Elle était spécialisée dans l'étude des hominidés anciens et de l'évolution humaine. La rencontre eut lieu dans son laboratoire
en Californie, une femme d'environ 45 ans, aux cheveux grisonnants, aux yeux intelligents derrière ses lunettes. Elle écouta notre histoire avec un intérêt professionnel. « Intriguant », dit-elle après avoir examiné les documents. « Si c'est vrai, c'est la découverte du siècle, une espèce inconnue d'hominidés qui a survécu jusqu'à nos jours. Accepteriez-vous de diriger l'expédition ?» demanda Reed. « Si les preuves les sont confirmées, oui, mais j'ai besoin de garanties en matière de sécurité et d'un financement important. Combien d'argent faut-il ? Pour une expédition complète avec sécurité et équipement, environ 1 million de dollars. Nous n'avions pas autant d'argent, mais Reed promit de trouver des sponsors parmi les riches collectionneurs et mécènes. 1 mois plus tard, le financement était trouvé. Le magnate du pétrole texan, Richard Stone, accepta de financer l'expédition. Il collectionnait les objets rares et rêvait d'une découverte sensationnelle. L'équipe s'est réunie à Anchorage début novembre. Le docteur Mitchell a amené 2 étudiants diplômés et du matériel moderne. La sécurité était assurée par 6 anciens militaires, dirigés par le colonel à la retraite Jack Wilson. Nous sommes retournés à la grotte en hélicoptère. Nous avons installé notre camp de base dans un endroit sûr, à 3 km de la tanière du géant. Nous avons installé des caméras de surveillance et des détecteurs de mouvement autour de la grotte. Les 3 premiers jours, rien ne s'est passé. La créature n'est pas apparue. Le docteur Mitchell a commencé à douter de l'utilité de l'expédition. Il était peut-être parti ailleurs, a-t-elle supposé. Où il sent le danger, ai-je répondu. Ces créatures sont plus intelligentes qu'il n'y paraît. Le 4e jour, les capteurs ont détecté un mouvement près de la grotte. Les images nocturnes ont montré une silhouette énorme entrant dans la tanière. Le géant était de retour. Le colonel Wilson proposa un plan de capture. Nous encerclerons la grotte, bloquerons les sorties. Nous utiliserons des fléchettes soporifiques pour immobiliser la créature. « Et si les fléchettes ne fonctionnent pas ?» demandai-je. « Alors nous tirerons pour tuer. Nous avons suffisamment de puissance de feu. » « J'ai besoin d'une créature vivante pour mes recherches, » objecta le docteur Mitchell. « Il faut d'abord rester en vie nous-mêmes, » répondit le colonel. L'opération commença à l'aube. L'équipe d'assaut encercla la grotte sur 3 côtés. Le docteur Mitchell et moi observions à distance, à l'abri, à l'aide de jumelles. Wilson donna le signal. Ses hommes pénétrèrent dans la grotte, équipés de lampes et d'armes. Pendant quelques minutes, rien ne se passa. Puis, un rugissement retentit, faisant trembler les verres des jumelles. Le premier soldat fut projeté hors de la grotte comme un bouchon de bouteille. Il heurta les rochers et resta immobile. Le géant apparut à son tour. Il était encore plus grand que dans mes souvenirs. Il mesurait près de 5 mètres et était recouvert d'une épaisse fourrure, rousse. Il tenait dans ses mains une massue en os de mammouth. Ses yeux brûlaient de rage. Les soldats ouvrirent sur le feu. Les balles atteignirent peu leur cible, mais la créature ne s'arrêta pas. Elle brandissait sa massue, renversant les hommes comme des quilles. Le sang éclaboussait la neige. « Mon Dieu !» murmura le docteur Mitchell. « Qu'est-ce que c'est ?» Le colonel Wilson tirait de longues rafales avec son fusil automatique. Les balles transperçaient la poitrine du géant, mais les blessures se refermèrent rapidement. La créature l'attrapa par la jambe et le jeta dans le précipice. En quelques minutes, toute l'équipe de capture fut anéantie. Le géant se tenait debout parmi les cadavres, respirant bruyamment. Puis il leva la tête et regarda dans notre direction. « Courons !» dis-je au docteur Mitchell. Nous nous précipitâmes vers l'hélicoptère. Le pilote avait déjà démarré le moteur, voyant le carnage en dessous. Je poussai Mitchell dans la cabine et sautai à sa suite. L'hélicoptère s'éleva dans les airs. En bas, le géant lançait des pierres pour essayer de nous abattre. Un caillou frappa la poutre arrière, mais les dégâts étaient mineurs. Nous nous en sommes sortis vivants, mais sans preuve.
Le docteur Mitchell était sous le choc. Elle est restée isolée. Elle est restée silencieuse tout le long du trajet jusqu'à Anchorage, le regard fixé sur le hublot. À l'aéroport, elle a finalement pris la parole. C'est impossible. De telles créatures ne peuvent ne pas exister. Mais vous l'avez vu. Je les ai vues, mais je ne peux pas y croire. Cela enfreint toutes les lois de la biologie et de l'évolution. Elle s'envola pour la Californie le soir même. Une semaine plus tard, elle prit la parole lors d'une conférence où elle raconta l'expédition infructueuse à la recherche des restes d'anciens Esquimaux. Elle ne fit aucune mention du géant. Reed était déçu. Elle alla pris peur. Sa carrière était plus importante que la vérité. Je la comprends. Qui croirait une telle histoire? Que faisons-nous maintenant? Rien. Nous n'avons plus d'argent pour financer l'expédition. Et surtout, il n'y a plus de témoins vivants, à part nous. Nous sommes de retourner en Amérique continentale. Reed a écrit un article sur notre voyage, mais aucun magazine sérieux n'a accepté de le publier. Finalement, le texte n'est paru que dans un magazine consacré au paranormal. Je suis retourné dans ma petite ville du New Hampshire. Joe Harris m'a repris sans poser de questions. La vie a repris son cours normal. Mais l'histoire a connu une suite inattendue 6 mois plus tard. Richard Stone, le sponsor de notre expédition, est décédé d'une crise cardiaque. Dans son testament, il a laissé une vidéo racontant l'histoire des géants. L'enregistrement est tombé entre les mains de son fils, qui a décidé de le publier sur Internet. La vidéo s'était devenue virale, recueillant des millions de vues. Les gens ont appris la vérité sur l'existence des géants. Le gouvernement a tenté de réfuter cette information, mais il était trop tard. L'histoire s'était répandue dans le monde entier. De nouveaux témoins et de nouvelles preuves sont apparus. Le Congrès a été contraint de créer une commission chargée d'étudier les phénomènes biologiques anormaux. L'existence d'une espèce inconnue d'humanoïdes a été officiellement reconnue. Plusieurs expéditions se sont rendues dans des régions reculées de la planète. Des traces de géants ont été trouvées dans l'Himalaya, en Alaska et dans la taïga sibérienne. Il n'a pas été possible de capturer des spécimens vivants, car ils se sont révélés trop prudents et agressifs. J'ai donné plusieurs interviews en tant que première personne à avoir rencontré ces créatures. Je suis devenu une sorte d'expert en géants. J'ai écrit un livre sur mes aventures, qui est devenu un best-seller. Les menaces à mon encontre ont cessé. La vérité ne pouvait plus être cachée. Il n'y avait donc plus de raison de me tuer. J'ai repris mon vrai nom et commencé une nouvelle vie. Je me suis marié avec une bibliothécaire d'une ville voisine. Nous avons eu 2 enfants. J'ai acheté une petite maison au bord d'un lac et pris un chien. Une famille américaine, ordinaire. Les géants continuent de vivre dans des coins reculés de la Terre. Ils sont parfois aperçus par des touristes ou des chasseurs. Il y a eu plusieurs attaques, mais maintenant les gens connaissent le danger et se comportent avec prudence. Les scientifiques débattent de l'origine de ces créatures. Certains les considèrent comme les descendants des Néandertaliens. D'autres les voient comme une branche distincte de l'évolution. D'autres encore supposent une origine extraterrestre. Peu m'importe d'où ils viennent. L'essentiel, c'est que la vérité a triomphé. Les gens ont appris que notre monde est plein de secrets et de mystères, que l'homme n'est pas la seule espèce intelligente sur la planète. L'histoire qui a commencé dans une grotte afghane s'est terminée par la victoire de la vérité sur le mensonge. Mes camarades ne sont pas morts, en vain. Leur mort a permis de percer l'un des plus grands mystères de la nature. Parfois, le soir, je m'assois sur le porche et je regarde les étoiles. Je pense à tous les secrets que notre monde recèle encore, à toutes les découvertes qui attendent l'humanité à l'avenir. Mais cela, c'est une autre histoire. La mienne s'est bien terminée.